Le monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près. Une émission qui vous est proposée par Artemus. Vous pouvez nous retrouver entre autres sur notre canal de Telegram Artemus officiel ou sur notre chaîne YouTube Artemus Belgique. N'oubliez pas de commenter, partager, liker et de parler de nous partout. Un grand merci de nous soutenir pour que nous puissions poursuivre nos activités. À la présentation, Nicolas, accompagné aujourd'hui par Lamine. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Guyeno. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Lamine. Alors Laurent Guyeno, vous êtes auteur et conférencier. Vous avez notamment un doctorat en sciences médiévales et une formation d'ingénieur dans votre parcours très éclectique, dirons-nous. Exact. Et vous êtes intéressé à des sujets divers et variés, principalement historiques et géopolitiques. Parmi vos ouvrages, on peut citer JFK, 11 septembre, 50 ans de manipulation, ou encore du yavisme au sionisme, ou encore Qui a maudit les Kennedy. Vous avez aussi un peu, on va dire, l'art de mettre les pieds dans le plat. Je dis ça parce que dans l'actualité récente, il y a peut-être de cela une dizaine de jours, vous avez pris position, vous avez écrit un article suite à ce qu'on appelle l'affaire Brigitte. Donc, pour résumer très très court, il y a des personnes qui enquêtent et qui tentent à penser que Brigitte Macron serait née homme. Et en notamment un livre qui est sorti signé de Xavier Poussard, qui s'appelle Devenir Brigitte, qui fait un carton qui est en tête des ventes. Et vous avez un peu remis en question, non pas l'idée de Brigitte Macron homme, mais du travail de Xavier Poussard. Est-ce que vous pourriez un peu nous développer votre position sur le sujet ? D'accord. Alors en fait, c'est Ron Hunts en fait, qui m'a demandé de lui écrire quelque chose pour le site sur lequel je publie aux États-Unis, le site unz.com. Et Ron Hunts, c'est le responsable du site ? C'est le responsable, le créateur du site, un personnage remarquable qui est tout à fait sur la ligne. Enfin, moi, je trouve qu'il est très bien. Alors, il est très sceptique sur certains sujets, même d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord. Lui, il est sceptique sur la. Il pense qu'on est allé sur la Lune. Moi, je ne crois pas. Mais enfin, en tout cas, sur l'affaire Brigitte, il m'a demandé tu pourrais faire un truc là, parce que Candace Owen en a parlé. Et puis, Tucker Carlson aussi a vaguement dit que, tiens, finalement, peut-être que oui. Oui, aux Donc, États-Unis, ça ouais, c'est bien développé, contrairement à l'Europe et à la les- France notamment. Il y a Candace Owens qui en a fait une série. Et en fait, c'est elle qui a fait monter le truc à l'international. Bah oui, tout à fait, oui, ça a provoqué, oui. Alors avant, il y avait eu quelques émissions en Russie déjà, il me semble, hein, la Russie avait déjà relayé un petit peu. Oui, Oui, oui. non, c'est vrai que c'est devenu une affaire internationale. Et moi, j'aime bien mettre mon grain de sel dans. Disons que j'essaye d'être utile en apportant mon point de vue que j'estime argumenté. Il me semble que ce que j'apporte dans les dossiers que je traite, c'est un peu de rigueur, un peu scientifique, c'est-à-dire essayer de vraiment mesurer les arguments, avoir de la logique dans l'analyse des causes et des effets. Et je me suis dit, bon, là, le livre de Xavier Poussard est sorti. Alors, Xavier Poussard, je crois que ça devait être 2023, je lui avais dit au téléphone déjà que j'y croyais pas trop, mais je n'avais pas trop suivi. Et puis là, en lisant son livre, je me suis dit, il faut quand même que je lise le livre. Et j'en ai fait une recension, voilà, donc j'ai expliqué pourquoi la thèse ne me convainc pas, tout simplement. Hein. Voilà, c'était pas une attaque personnelle contre Xavier Poussard. Je trouve que son travail n'aboutit pas aux conclusions qu'il prétend démontrer, tout simplement. Quoi. C'est une question d'arguments. Les arguments sont faibles. Les arguments par rapport à la reconnaissance faciale ne me semblent pas suffisamment convaincants. Oui, parce qu'il explique, lui, qu'ils ont utilisé un logiciel chinois de reconnaissance Ouais. faciale qui reconnaît vraiment les personnes de le plus jeune âge jusqu'à un âge plus avancé, Ouais. et qu'ils ont fait des tests comme ça sur les photos de Brigitte Macron. Bah, Et disons que ça se discute. Alors moi, j'ai pas abordé ce thème-là dans mon article parce que Vincent Renoir l'a fait dans une petite vidéo, donc j'ai pas voulu en rajouter là-dessus. Il a exprimé le fait que, à son avis, les arguments tirés de la reconnaissance faciale ne sont pas suffisamment solides. Je pense qu'il a raison, mais moi j'ai pas voulu, donc j'ai voulu parler d'autre chose.
Il me semble qu'il y a trop de d'objections. Et là, moi, les premières objections, il me semble, de mémoire que j'avais évoquées en interne un peu, parce que je voulais pas quand même, c'était la chasse gardée un peu de Xavier Poussard, donc je ne m'en mêlais pas. Mais maintenant que le livre est sorti, maintenant que l'affaire, je me sens responsable, on va dire, d'exprimer mon avis. Et je m'attendais évidemment à ce que mon avis déçoive beaucoup de gens. Je le sais bien, mais moi, c'est mon rôle. C'est mon rôle, c'est aussi pas forcément de caresser les gens dans le sens du poil, c'est de leur dire attention là, dans cette direction. Moi, ça me semble pas très convaincant, donc j'ai fait ça sur le satanisme, le pédosatanisme, je fais ça sur Brigitte. J'estime que c'est mon rôle. Moi, ma passion, c'est la vérité. Donc, quand je vois un dossier, je l'examine. Et puis, mon talent, je dirais que c'est l'esprit scientifique. Je regarde les arguments et je dis non, ils sont pas bien ficelés, ça tient pas la route. Il y a trop d'objections qui ne sont pas, que Xavier Poussard n'adresse pas dans son livre, sur l'incroyable quantité d'actes de décès, d'actes de naissance, d'actes de mariage, de faire-part, d'annonces dans les journaux qui sont censés être trafiqués, et il ne produit pas un seul indice d'info. Donc, alors on me dit oui, mais ils sont capables de tout. Alors je réponds, si l'État profond ou je ne sais trop qui, sont capables de tout trafiquer, tous ces documents, ils sont probablement capables de fabriquer une photo de Brigitte adolescente. Voilà, donc pourquoi ne le font-ils pas? Donc il y a un côté un peu déséquilibré dans cette focalisation sur le fait que si c'est pas vrai, pourquoi ils ne produisent pas une photo pour le démontrer, comme s'ils sont pas capables. Et d'un autre côté, ils sont capables de fabriquer des faux administratifs en quantité astronomique. Il y a quelque chose qui ne... si vous voulez, en fait, souvent, à mon avis, l'erreur de base, c'est de se méprendre sur à qui revient la charge de la preuve. Quand on apporte une théorie comme ça, à déclaration extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Donc la charge de la preuve n'est pas à celui qui dit que Brigitte Macron est une femme. La charge de la preuve revient à ceux qui prétendent qu'elle n'est pas une femme. Et donc, si on prend les choses à l'envers, parce qu'on part du principe qu'elle est un homme, donc si tu ne crois pas qu'elle est un homme, montre-moi qu'elle n'est pas un homme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas à moi de montrer qu'elle est une femme. J'examine les preuves qu'on invoque en faveur de l'hypothèse qu'elle est un homme, et je dis non, les preuves ne sont pas suffisantes. Et il y a des contre-preuves qui ne sont pas abordées, qui sont, à mon avis, voilà. Cela dit, je n'aboutis pas à une conclusion absolue. Je dis simplement, moi, j'y crois pas, les arguments ne me sont pas convaincants. C'est tout ce que je dis, je ne dis pas autre chose. Alors, je dirais encore quand même un petit peu autre chose, c'est que peut-être qu'au fond, ça prend un peu trop de place et ça détourne l'attention. Il y a d'autres choses plus importantes. Mais ça, c'est à la limite, c'était pas dans mon article. Mais en fait, quand on lit ou quand on écoute Xavier Poussard, à chaque fois, j'ai toujours plus de questions. Il y a plus de questionnements qui viennent au fur et à mesure que je l'entends déballer. J'ai pas eu, comme vous le dites, la preuve ultime. Il y a quand même des faisceaux en fait qui mènent à se poser la question de qu'est-ce que cache l'affaire Brigitte. Parce que quand on a Candace Owens qui s'en mêle et qui rend l'affaire internationale finalement, elle fait même le pari auprès du journaliste Morgan Pierce. Je crois que c'était de $150,000, disant qu'elle est tellement sûre d'elle que si lui arrive à lui prouver qu'elle a menti, ou si elle se rend compte que c'est un mensonge, elle lui paiera cette somme. Mais alors, là où vraiment, moi, à chaque fois que j'entends cette histoire, il me manque un faisceau d'indices. Par contre, il y a des choses qui sont absolument dans l'autre camp pour se défendre, qui est vraiment très faible. Je veux dire, donc, Candace Owens a été menacée d'un cabinet d'avocats au Tennessee. Elle a dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez, allons au tribunal. Et elle a posé une série de questions auxquelles elle n'a jamais eu de questions. Mais comme vous le dites, derrière... Qu'est-ce que cache cette histoire, en fait? Voilà, oui. Bon, alors, c'est des gens qui ont des choses à cacher, évidemment. Il y a des gens, il y a sûrement des secrets de famille, il y a sûrement des choses. Vous savez, les secrets de famille, c'est tellement courant, des bâtards, des histoires. Et puis peut-être qu'il y a un personnage qui n'est pas fréquentable. Peut-être que le petit gros, là, ils ne veulent pas trop le montrer parce qu'il le fameux petit gros. Ouais, voilà. Enfin, il y a des tas d'hypothèses plus économiques. Il me paraît évident qu'effectivement, il cache quelque chose. Mais si vous voulez, toutes ces histoires de je vous parie tant de dollars, tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas du débat journalistique sérieux. Et puis, encore une fois, c'est pas à eux de prouver. Moi, je m'en fous, si vous voulez.
Je n'essaye pas de me mettre à leur place pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas une photo, j'en sais rien. Il peut y avoir des tas de raisons, quoi. Il peut y avoir des tas de raisons qui ne sont pas forcément celles vers laquelle on a envie d'aller. Pourquoi d'ailleurs a-t-on envie de croire que Brigitte est un homme? Ça correspond, dans le livre de Xavier Poussard, d'ailleurs la première moitié est assez bien faite. Mais la première moitié consiste essentiellement à créer une sorte d'atmosphère, une sorte de suspicion générale qu'on est dans un monde de pédophiles, transgenres. Et ça, c'est vrai. Donc on a ce sentiment que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus dans l'air du temps. Ouais, dans l'air du temps. Et puis chez nos élites. Qui est particulièrement fort. Donc voilà. T'as envie de transgression, quoi. On est toujours dans la transgression. Ouais. Mais voilà, moi j'y crois pas. C'est c'est aussi simple que ça, et j'ai voulu l'exprimer tout simplement. Voilà, parce que je me dis, bon, c'est ma responsabilité quand même de m'exprimer sur ces dossiers-là, quoi. Mais d'un point de vue plus général, si c'est un homme, est-ce que ça a une réelle importance? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on doit s'y intéresser? C'est ça aussi quand la question À qu'on la peut se poser. limite, si on pouvait aboutir à une preuve formelle, ça serait intéressant. Mais comme ça n'aboutit pas à de preuves certaines, bon, passons à autre chose. Ça serait pas si important que ça, non. Mais bon, à la limite, si on pouvait le prouver, ça serait quand même déjà intéressant. Il y a quand même un mensonge. Je suis d'accord sur le fait que c'est quand même un mensonge d'État, d'une certaine manière. Mais en même temps, comme vous dites, il se peut que Brigitte Macron traîne un trouble de l'identité sexuelle. Il est possible. Hein. Dans ses propres interviews, on sent bien elle dit d'ailleurs qu'elle a eu une enfance en souffrance. Donc bon, voilà, elle a peut-être vécu des choses... elle a peut-être eu... Il y a une hypothèse un peu soft, on va dire, par rapport à l'hypothèse Brigitte est un homme, Brigitte et Jean-Michel, c'est qu'elle a été dans un peu intersexe, quoi. Elle a eu un trouble de l'identité sexuelle. C'est possible. J'en sais rien, moi, je ne cherche pas à montrer quoi que ce soit. J'ai simplement voulu dire que la thèse que Brigitte est un homme n'est pas démontrée. Voilà. Et qu'il ne faut pas non plus... Voilà, dire que c'est vrai quand on n'est pas sûr, quoi. Et pas surjouer les arguments. Le dossier n'est pas solide. Le dossier n'est pas solide. Voilà. Très bien, nous n'allons pas nous étendre plus longtemps sur Brigitte, il y en a déjà d'autres qui l'ont fait sûrement. Sans transition, un autre sujet auquel vous êtes intéressé justement, parce que vous êtes quand même très, très polyvalent, vous passez quand même de sujets qui peuvent paraître, mais qui sont aussi très différents. Vous écrivez un ouvrage sur la question, vous êtes intéressé au récentisme. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Un millénaire de 3 siècles, point d'interrogation. Voilà. Est-ce que déjà vous pourriez un peu nous situer, nous rappeler ce qu'est le récentisme? Oui, d'accord. Alors vous dites que je suis un peu touche à tout, c'est vrai, parce que dès qu'un sujet m'attire, me passionne, me fascine, j'y vais, quoi. Voilà. Et puis, c'est la limite, j'ai un peu l'impression que c'est pas moi qui choisis les sujets, c'est les sujets qui me choisissent, quoi. C'est des trucs, quand ça m'intéresse, j'ai l'énergie et la motivation pour creuser et j'y vais. Et quand je l'ai plus, je passe à autre chose. Et puis, j'aime bien avoir plusieurs sujets comme ça, quelquefois je fatigue avec un sujet, je passe à autre chose. Et puis donc j'ai ma casquette de médiéviste, donc je suis un peu un passionné d'histoire. Je me considère comme essentiellement un historien, même si mon doctorat n'est pas strictement parlant un doctorat d'histoire, c'est les études médiévales. Mon doctorat portait plus sur la mentalité, l'histoire des mentalités. Voilà. Ce qu'on appelle la période médiévale, c'est quelle période précisément? Alors ça déjà c'est une bonne question. C'est pas clair. Ça change. D'accord, en gros. Ça change. Et puis d'ailleurs, par exemple, les Anglais, traditionnellement, le Moyen Âge, ça commence en 1066 pour eux, parce que ça commence avec la conquête de Guillaume le Conquérant. Avant, c'est les Dark Ages. Donc c'est des notions qui sont fluctuantes. Puis maintenant, on a rajouté l'Antiquité tardive et on ne sait pas trop jusqu'où elle va. Donc, mais disons que moi, je suis dans le ressenti, je me suis concentré sur le premier millénaire de notre ère. Donc c'est l'Antiquité. Oui, c'est ça, voilà. Le Moyen-Âge, en fait, on peut quand même le faire commencer en l'an 1000. Parce qu'avant l'an 1000, si vous voulez, l'an 1000, c'est un peu un tournant. Avant, c'est très, très flou. Avant, on a très, très peu de sources des manuscrits d'époque. Par contre, à partir du XIe siècle, on commence à avoir des chroniques, on commence à avoir une chronologie. Donc moi, je dis, à partir de l'an 1000,
la chronologie, elle est solide. Contrairement à certains récentistes qui, pour moi, sont des charlots. Juste une chose, on n'a pas expliqué ce que c'est le récentisme. Oui, alors j'explique en 2 mots. Le récentisme, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un terme, moi j'aime pas trop, je préfère dire révisionnisme chronologique. On révise la chronologie, et récentisme parce qu'en général, on la raccourcit. Et donc, on prétend que certaines choses qui sont censées être très anciennes sont en réalité plus récentes. Alors ça peut concerner des choses de l'Antiquité très très ancienne, l'Égypte ou autre. Il y a plusieurs dossiers en fait récentistes, il y a plusieurs récentismes. Moi je me suis concentré uniquement, donc, comme je l'ai dit, sur le premier millénaire, parce que c'est quand même là qu'il y a raison, à mon avis, de grosses raisons de se poser des questions. Après, je pense que c'est solide, on a beaucoup de chroniques, on a des manuscrits d'époque, on a des manuscrits du XIe siècle. Mais avant, on a quand même beaucoup de zones d'ombre et des sources trop peu nombreuses pour pouvoir les confronter. Et donc, on a des périodes qui ne reposent sur une seule source, même des personnages que s'il n'y avait pas cette source-là, on ne saurait même pas qu'ils ont existé. Donc, il y a des bonnes raisons de se poser des questions qui sont des questions de bon sens, du genre qui écrit, pourquoi et dans quel but, etc. Voilà. Donc on sait qu'au Moyen-Âge comme aujourd'hui, les gens qui écrivent l'histoire, ils écrivent l'histoire dans un but de propagande, et donc ce qu'ils disent doit être examiné avec un esprit critique. Ce que n'ont pas fait suffisamment les médiévistes et encore moins les gens qui s'occupent des sources anciennes romaines, enfin latines ou grecques, parce que souvent, par exemple, s'ils veulent étudier l'histoire de Rome, ils ont Tacite, ils ont Tite-Live. C'est tout, quoi. Donc, s'ils commencent à remettre en question leurs sources, ils n'ont plus rien. Donc, il y a eu une tendance, quand même, dans l'histoire en général, de considérer que Tacite, même si on le redécouvre au XVe siècle, on n'a rien avant. Enfin bon, il y a une tendance, quand même, à une grande naïveté, à prendre les sources comme si c'était de l'histoire au sens moderne du terme. Ce qui n'est pas le cas. Donc on se pose des tas de questions sur des falsifications. Il y a eu énormément de documents faux, antidatés. L'exemple type, c'est la donation de Constantin, par exemple. Voilà, c'est un faux bien connu qui a eu une influence colossale sur l'histoire. C'est en quelle année, ça, officiellement ? On pense qu'elle a été fabriquée, donc elle est censée avoir été faite par Constantin, qui a donné Rome et l'Italie et tout l'Occident au pape. Il s'est dit, moi, je m'en vais à Constantinople, là, je fonde ma vie de là-bas, et toi, le pape, tu es le maître chez toi dans tout l'Occident. En réalité, elle a probablement été faite soit au 8e siècle, il y a plusieurs thèses. Enfin, la thèse dominante, c'est au 8e siècle, à l'époque de Charlemagne, quoi. Moi, j'aurais tendance à penser qu'elle est plus tardive. La grosse période où il y a eu une énorme quantité de faux, c'est la réforme grégorienne, donc le 11e siècle. Le milieu du XIe siècle. Voilà, alors donc ça c'est un aspect du dossier. Il y a beaucoup de faux, donc on a fabriqué de l'histoire. Est-ce qu'on n'aurait pas fabriqué aussi, soit consciemment, soit volontairement, soit involontairement, est-ce qu'on n'aurait pas rajouté des siècles de trop ? Alors, il y a des gens sérieux qui ont travaillé sur ce dossier. Moi, j'ai fait une compilation, le livre que j'ai fait paraître. Enfin, au début, il s'appelait, comme vous l'avez dit, là, un millénaire de 3 siècles. Finalement, là, il est reparu sous le nom Anno Domini, le bug de l'an 1000. Voilà. Parce que c'est vraiment à l'an 1000 que probablement il y a eu une grosse falsification. Pas forcément totalement volontaire. C'est-à-dire que quand on prend des chroniques qui viennent de Byzance et puis des chroniques qui viennent de Germanie et puis des chroniques qui viennent de Rome, quelquefois on les a mises bout à bout alors qu'en réalité elles racontent la même période. Ouais, okay, c'est une source d'erreur possible. Et cette source, alors ce qui a beaucoup enrichi le dossier, c'est l'archéologie, parce que l'archéologie scientifique, qui est quand même assez jeune, permet effectivement de bien reconnaître la chronologie en fonction des couches. Et là, il y a des anomalies qui sont quand même très importantes. Donc c'est, à mon avis, l'aspect le plus solide du dossier, quoi. Mais finalement, ce que vous dites, et ça reprend un peu les thèses du traditionnaliste René Guénon, qui dit que finalement, l'histoire, en fait, elle est très difficile à appréhender pour un esprit moderne. C'est-à-dire que revenir sur des dossiers qui ont été écrits il y a 1000 ans, comment peut-on les appréhender et les comprendre à leur juste valeur ? Donc on a des récits, des écrits. Est-ce que ce sont des mythes ?
Est-ce que ce sont des choses qui se sont réellement passées? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Est-ce que ça peut rentrer aussi dans ce cas de figure? C'est l'interprétation qu'on fait de ces textes. Oui. Et en fait, les sources qu'on a, est-ce qu'elles sont déjà même fiables? Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Mais bon, l'approche de Guénon, moi, je ne me situe pas du tout dans l'approche de Guénon, parce que Guénon est hostile à l'approche, à l'historicisme. Oui, tout à fait. Il est hostile à la démarche critique de l'exégèse historico-critique des évangiles, etc., de la Bible. Donc il a renié, et c'est lié à sa propre histoire. Il faut rappeler que René Guénon, son doctorat a été refusé, il a été refusé à l'agrégation, et donc il a un petit peu un côté, j'en ai rien à foutre du monde académique. Moi, il a un mépris que moi je ne partage pas du tout pour le monde académique. Au contraire, moi j'ai une grande admiration pour le monde universitaire, pour les historiens universitaires, qui d'une manière générale, dans le domaine du Moyen-Âge en particulier, font vraiment bouger les choses. Et puis ça bouge énormément. Hein. Il y a des nouveautés sans arrêt, il y a des nouvelles perspectives sur Byzance. Là, en ce moment, depuis quelques décennies, aux États-Unis, parce qu'en France, malheureusement, maintenant, il n'y a plus grand-chose, donc il faut attendre que ça soit traduit. Mais il y a une énorme remise en perspective de l'histoire mondiale, de l'histoire eurasiatique, oui, pour recaler, et là aussi, ça touche à la chronologie, pour montrer, par exemple, que la supériorité de l'Occident est en fait beaucoup plus récente que ce qu'on croit, et donc pour apporter une vision globale de l'Eurasie, en finalement aboutissant à l'idée que nous, l'Europe, on est vraiment à la marge, à la marge occidentale. Donc il y a sans arrêt des remises en perspective qui sont vraiment fascinantes. Donc c'est une science qui bouge beaucoup, et moi j'ai beaucoup de respect pour l'histoire universitaire. Et de ce point de vue-là, j'ai du mal avec Guénon de ce point de vue-là, quoi. Après, on peut avoir du mal avec Guénon, mais accepter cette argumentation qui dit que finalement, l'histoire est une interprétation de l'humain, donc c'est une science humaine, donc forcément il y a des possibilités de faire une faute, sans compter, ouais, comme vous le dites vous-même, la propagande qui est derrière. Parce que oui. Qui écrit l'histoire, ouais. Est-ce qu'elle est... on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, voilà. C'est surtout ça qui bouge beaucoup, parce que comme je l'ai dit, traditionnellement, les médiévistes et les spécialistes de l'Antiquité avaient tendance à prendre leurs sources un peu pour des vérités, pour argent comptant, et maintenant, au contraire, voilà, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre qui écrit et pourquoi, et on reconnaît qu'on a probablement inventé des choses de toutes pièces, simplement pour des buts de propagande. Les historiens médiévistes en particulier sont en général des gens d'église, donc qui déjà défendent un point de vue qui est celui que, si vous voulez, quand on lit les sources du Moyen-Âge, on va dire, du premier millénaire, c'est pratiquement que écrit en latin, oui, donc c'est pratiquement que écrit par des gens d'église, et si vous pensez que cette littérature-là vous donne une vision réaliste, vous vous trompez, parce qu'en réalité, elle donne la vision de 1% de la société. 95% de la société ne lisait pas le latin, n'écrivait pas le latin, et il était dans un autre monde, il vivait. Donc il faut faire un effort pour essayer de comprendre la nature des sources et les biais cognitifs, etc. quoi. Par exemple, un point important que je trouve, c'est que si on lit les sources latines, on a l'impression que le Moyen-Âge était une société entièrement chrétienne. Les gens avaient la foi, ils croyaient tous comme il faut, sauf quelques hérétiques qu'on brûlait de temps en temps, mais tout le monde... Mais les gens ne savaient même pas ce qu'ils étaient censés croire, quoi. Je veux dire, ils avaient ça, c'était le sujet de mon doctorat. Ils avaient encore leurs histoires, leur folklore, leurs mythes, leurs croyances, leurs rites, qui étaient fondamentalement païens, quoi, oui, jusque très tardivement, au moins jusqu'au XIIIe siècle. Donc voilà, donc quand on écrit sur la société, si on prend les sources, on a tendance, on va dire, à confondre l'histoire médiévale avec l'histoire cléricale, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, avec le point de vue des gens d'église, qui est pas, voilà. C'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça, et voilà. C'est pour ça que l'histoire est passionnante. Après, il y a aussi, je pense qu'on va apporter de l'eau à votre moulin, c'est que finalement, si je suis un historien et que j'ai développé une thèse, derrière, la remettre en question, ça devient compliqué. Oui, et ça, c'est vrai dans tous les facultés. Oui, de sciences. On a plein d'exemples de choses très récentes. Tout remettre en question, c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai un avantage. Je ne suis pas prof, je n'ai pas de poste. C'est vrai que je me mets à la place des profs. Si vous avez écrit 20 bouquins sur un sujet, puis que tout d'un coup, on vous dit que toute votre chronologie...
Ah, oui, oui, il y a ce phénomène-là, c'est évident. Chacun bâtit sa carrière et les jeunes historiens sont les disciples de vieux historiens. Ils vont aussi défendre les écrits de leurs maîtres, etc. Et donc, il y a des chasses gardées et il y a des... Oui, oui, Ça devient un peu sectaire et religieux, presque. Ouais, c'est évident. Mais de temps en temps, il y a un gars qui met un pavé dans la mare et qui le fait bien. Et donc, il y a quand même un esprit scientifique quand même dans la recherche universitaire en histoire. Et puis, l'archéologie est aussi une discipline scientifique. Donc, malgré tout, ouais, même si chacun défend ses thèses, la vérité progresse, à mon avis. Hein. Et on entend souvent les catholiques dire que si le récentisme, c'est justement pour effacer l'histoire du catholicisme. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cet argument qu'on pourrait moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression de chercher la vérité. J'ai l'impression d'être un chercheur de vérité. C'est la seule chose qui me motive. Lorsque je vois, enfin, quand je dis chercher la vérité, en fait, quelque part, c'est plus dénicher les mensonges. Oui, parce que la vérité, on ne l'aura pas. Quoi. Voilà, la vérité, c'est un but. Moi, j'aime bien cette phrase de Gandhi, il dit « Truth is God ». La vérité, c'est Dieu. Tout à fait. Moi, pour moi, effectivement, la vérité, c'est mon Dieu. Quoi. J'ai l'impression d'avoir développé un petit savoir-faire dans la recherche de la vérité, et donc je me sens utile, je me sens pas trop mauvais, et ça me motive, et je me pose pas du tout le genre de questions à qui est-ce que c'est. Si, je me la suis posée à un moment par rapport au catholicisme pendant longtemps, pendant longtemps, je me suis dit parce que je suis assez critique sur l'Église catholique du point de vue de tous ces mensonges, mais je me dis quand même, je suis face au dilemme, est-ce que affaiblir l'Église catholique n'est pas affaiblir la France, affaiblir notre civilisation? Mais finalement, en creusant cette question-là, j'ai fini par la dépasser et me dire que non, la vérité, c'est la seule chose importante. Et puis... les choses évolueront dans le bon sens si on commence à y voir clair. Voilà. Donc je me suis un peu décomplexé par rapport à ça. Donc vous n'avez aucun ressentiment envers les catholiques? Non, j'ai aucun ressentiment vis-à-vis des catholiques. J'en connais pas tant que ça d'ailleurs. Mais enfin, le peu que je connais de catholiques, j'ai pas l'impression qu'ils soient forcément plus gentil, j'ai un peu une déception par rapport à beaucoup de catholiques quand même dans le domaine des donneurs de leçons qui finalement ne sont pas toujours des gens très clairs. Ouais. C'est assez décevant de fréquenter les catholiques, moi je trouve, hein, d'une manière générale. Qu'est-ce qui vous déçoit chez eux justement? Un certain fanatisme et puis des querelles de chapelle, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas mais ça c'est pas, il n'y a pas que les catholiques dans le monde complotiste, on va dire, il y a tellement de rivalités, de croyances, en fait de croyances. Dès qu'on est dans une croyance, forcément, on a des limites au niveau du discours rationnel, de la capacité de débattre, de la capacité d'accepter le point de vue opposé. Mais je me mets facilement à leur place. Hein. Si Jésus est le sauveur, c'est sûr que. Mais moi, j'y crois pas, quoi. Voilà. Donc, le débat est un peu difficile. De toute manière, moi, je ne cherche pas le débat sur le terrain de la foi. Je me situe sur le terrain de l'histoire et je n'ai pas de croyance. Je ne suis pas chrétien dans le sens où je suis chrétien de culture, de tradition, oui. Mais je n'ai pas la foi dans aucun dogme, quel qu'il soit. Quoi. Par contre, je vous ai entendu dire, je ne sais plus dans quelle conférence, qui faisait plus sens pour vous au niveau de la chrétienté, c'était l'orthodoxie. Oui. Et vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui différencie les deux et pourquoi vous vous reconnaissez plus dans l'orthodoxie que dans le catholicisme, par exemple? Ce qui m'a frappé, c'est que justement, parce que comme je disais, je me pose quand même cette question. Est-ce que le christianisme ou le catholicisme est-il nécessaire à notre civilisation? Ou bien est-ce qu'il est mort et est-ce qu'il est temps d'essayer de rebâtir quelque chose? C'est le genre de question que je me pose. Oui, et donc, il m'a semblé à un moment que quand on regarde la Russie, on voit que l'orthodoxie, ça marche, ça fonctionne, plus ou moins, il ne faut pas non plus exagérer. Mais il y a des dimensions dans l'orthodoxie, russe en particulier maintenant,
qui manque dans le catholicisme. Dimension nationale, par exemple, une sorte d'identité nationale, c'est une église nationale. Dimension familiale, parce que bon, on n'a pas toutes ces histoires de prêtres pédophiles, parce que bon, ils sont mariés, ils ont des familles, donc ils représentent un modèle aussi familial. C'est quand même un énorme problème dans le catholicisme. Et puis, indépendamment du fait que c'est un problème, c'est aussi quelque part une hérésie historique. Le célibat des prêtres, ça date de la réforme grégorienne, ça date du XIe siècle, quoi. Bon, donc il y a des choses qui sont... Et en plus, quand on étudie l'histoire du schisme, je pense que quiconque vraiment l'étudie de manière objective comprend assez vite que c'est l'Église catholique qui a détruit l'unité de l'Église. Je veux dire, c'est évident, quoi. Il suffit, je vais pas l'expliquer ici. Je l'ai expliqué, je pense, dans mon livre la malédiction papale. Il y a plusieurs chapitres là-dessus. Et donc, il me semblait que si le catholicisme a une seule chance de survivre et de renaître et de redevenir une force de civilisation positive, ça serait en rejoignant l'orthodoxie. Voilà. Mais je sais que ça ne marchera pas. Je sais que les catholiques sont très hostiles à ça. Ils pensent que c'est l'orthodoxie qui doit se convertir. Mais historiquement, ça n'a aucun sens. C'est vraiment la réforme grégorienne qui a été un acte de guerre contre l'Église orthodoxe de Byzance et qui a d'ailleurs abouti à la 4e croisade. Il faut quand même le rappeler. On n'aime pas trop le rappeler, mais on dit ouais, mais c'est pas le pape, c'est les Vénitiens et tout. Ouais, enfin bon, il y a quand même les croisades ont abouti à quoi? Non pas à la destruction de l'islam au Moyen-Orient, mais à la destruction de la chrétienté au Moyen-Orient, de l'empire de Byzance. Et au renforcement de l'islam. Et au renforcement de l'islam. Ah, voilà. Ça vient de là alors. Ça vient de là. Oui. Oui, ça a réunifié le monde musulman. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y avait un ennemi commun. Et puis, de toute façon, moi, j'ai aussi une vision, on va dire, cyclique des choses. Et finalement, en fait, c'est une dégénérescence, en fait, de cette religion qui, finalement, qui suit un parcours qui est, on va dire, historique et cyclique, où l'islam arrive comme dernière religion révélée. Ouais. Après, c'est des questions religieuses. Oui. Enfin, en tout cas, ce qui est vrai que du point de vue du christianisme, je pense qu'on peut. C'est le point de vue. Moi, j'ai adopté effectivement le point de vue orthodoxe qui consiste à dire bon, déjà, l'Église orthodoxe, elle est plus proche des origines. Oui, c'est vrai. C'est le monde grec, les évangiles sont écrits en grec, etc. Elle est aussi plus proche du monde de l'érudition grecque. Elle a réussi à préserver. C'est grâce à la conservation de la littérature grecque qu'elle est revenue à la Renaissance et qu'on a pu la connaître en Occident. Il y a et puis donc le christianisme a tendance à se judéiser justement aussi. D'une certaine manière, l'Église catholique, elle est très légaliste, elle est très violente. Il y a l'esprit d'Yahvé dans l'Église, dans les croisades. C'est pas l'esprit de Jésus, les croisades, c'est l'esprit d'Yahvé. Oui. Et ça n'existe pas dans le monde. Et puis alors la réforme protestante, on va dire, c'est encore un pas en plus. Oui, en avant. Bien que c'était aussi une révolte légitime contre les abus du catholicisme. Moi, maintenant, j'ai du mal à supporter qu'on dise que non, la réforme, c'est Satan. Non, il faut quand même... si on vivait, nous trois, là, sinon on vivait à l'époque de la réforme, on aurait été protestants. Il est possible, oui. Oui, parce que les abus de l'Église catholique étaient vraiment tellement énorme. Mais Lamine, tu parles de cycle, mais on a l'impression que c'est presque un peu irrémédiable pour chaque religion d'avoir ce genre de schisme. Dans l'islam, il y a le wahhabisme qui arrive leur milieu aussi en cours de route. C'est un peu le protestantisme chez les musulmans. C'est ça. On a l'impression que ça va presque avec chaque fois qu'il arrive un moment où il y a ça, quoi. Parce que l'humain, là-dedans, va commencer à créer une divergence. Là, on revient sur un sujet que vous avez dit, alors j'aimerais bien qu'on le développe un peu. C'est Yahvé derrière tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, parce que c'est vrai que pour moi, c'est le point central maintenant, si vous voulez. Moi, ma motivation principale, c'est de comprendre Israël. Je pense que le problème mondial numéro 1, c'est Israël aujourd'hui. Et je pense que pour comprendre Israël, il faut aller au bout de la critique d'Israël et comprendre que l'Israël moderne, c'est l'Israël antique. C'est ce que disent les sionistes, c'est ce que ne veulent pas entendre les chrétiens qui disent non, l'Israël moderne n'a rien à voir avec l'Israël ancienne, parce que l'Israël ancien, c'est saint, c'est le peuple élu, c'est le peuple de Dieu, etc. Et après, ils ont trahi, etc. Bon.
Moi, en me penchant, et j'avais un petit bagage d'études bibliques qui m'a facilité la tâche, en me penchant sur l'Ancien Testament, je vois que Israël, tout ce qu'on constate aujourd'hui dans le comportement d'Israël, ça vient de la Bible hébraïque. Et donc on va dire l'esprit d'Yahvé, c'est l'esprit de l'Ancien Testament. Oui, d'accord. Alors, l'Ancien Testament, les chrétiens le lisent évidemment différemment. Ils mettent des lunettes particulières et puis ils interprètent tout de manière allégorique. Mais le fait est que les Juifs lisent l'Ancien Testament comme étant leur roman national, comme étant leur identité profonde, et donc ils y lisent leur supériorité ou leur spécificité en tant que peuple unique, alors élu ou pas élu, ça dépend s'ils sont religieux ou pas, mais en tout cas, ils y lisent aussi la justification d'une violence extrême. Et donc, quand par exemple Netanyahou parle de Gaza comme étant Amalek, je dis, bah là, il faut quand même écouter ce qu'il dit, quoi. Hein, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que Israël aujourd'hui, c'est la même chose qu'Israël biblique. Et donc, si on veut comprendre Israël aujourd'hui, ce qui est quand même l'urgence absolue, quoi, comprendre à qui on a affaire, il faut aller jusqu'au bout. Donc, moi, je fais cette critique de l'Ancien Testament assez radicale, qui est intéressante et qui est assez difficile, mais finalement qui est pas... Parce que ça me demande à moi, par exemple, de sortir complètement, mais vraiment complètement du paradigme abrahamique, du paradigme du Dieu qui parle, du paradigme du Dieu qui comme ça, s'intéresse à un peuple, envoie un Messie ou tout ça. Et donc, du coup, je m'intéresse beaucoup maintenant à la philosophie gréco-romaine, au stoïcisme, des choses comme ça, parce que c'est intéressant d'essayer de revoir les choses comme les Romains pré-chrétiens les voyaient. Eux, ça les impressionnait pas du tout, cette histoire de Dieu qui choisit un peuple. Je veux dire, ça leur paraissait complètement délirant, quoi. Mais vous pensez pas, justement, ce qui se passe, en fait, c'est que, dans le fond, si on reprend la théorie de la dégénérescence des religions, c'est qu'en fait, cet Ancien Testament, en fait, a été complètement dévoyé. Et que, si vous voulez, il y a eu une influence, on va dire, on va les appeler comme ça, les adorateurs du veau d'or, qui ont justement perverti le judaïsme authentique. Parce que si on regarde maintenant, si vous voulez, après c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup de juifs orthodoxes qui sont absolument antisionistes. Donc, qui eux ont très bien compris, je veux dire que c'était un message plutôt du type mythique ou alors métaphysique, plutôt que physique. Et en fait, si vous voulez, cette dégénérescence, elle se transmet après dans les autres courants des religions abrahamiques, que ce soit dans la chrétienté, puis dans l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, je vois très bien. Est-ce qu'on peut reprocher ça à Yahvé ou plutôt se dire, en fait, c'est une espèce de, on va dire, de mini-secte des adorateurs du veau d'or, si vous voulez, qui a perverti en fait ce mouvement? Oui, je comprends très bien ce point de vue, mais c'est pas le mien, parce que je pense que non. Je pense que, si vous voulez, je résume les choses comme ça. Les Juifs ont écrit un livre qui dit que Dieu a choisi les Juifs. Bon, voilà, c'est ça le fait de base. Est-ce qu'on doit prendre ce livre au sérieux? Est-ce que toutes ces histoires doivent être prises au sérieux? Je lis la Bible comme un document, en me demandant qui a écrit, pourquoi et à quelle époque, etc. Et j'y reconnais quand même une gigantesque imposture, parce que ce Dieu Yahvé, qui est un personnage jaloux, c'est le Dieu jaloux, voilà, c'est un personnage anthropomorphe, qui a un caractère, qui a des colères, qui a des regrets, me paraît une régression en soi par rapport à l'idée de Dieu que les philosophes grecs et romains développaient. Parce que moi, c'est mon point de vue maintenant, mais je comprends que c'est un point de vue qui va à l'encontre de tout le monde abrahamique, hein, pas seulement des chrétiens, mais du monde musulman aussi. Parce que Mais le monde musulman a quand même, effectivement, je le dis souvent, un avantage, c'est que comme dans l'islam, on part du principe que la Bible a été falsifiée. Bon, du coup, ça ouvre la porte à effectivement faire le tri entre ce qui nous semble acceptable et ce qui nous semble pas acceptable. Donc c'est bien, c'est intéressant. Ça permet au moins de sortir. On n'est pas dans le respect de la Bible comme si elle était tombée du ciel telle qu'elle est, quoi. Et le problème, c'est qu'avec l'islam aujourd'hui, on va dire les courants les plus représentés, notamment l'Occident,
c'est à travers les courants wahhabisme ou alors les fréristes, les frères musulmans. Et si on regarde d'un point de vue historique, complètement, ce qu'a apporté l'islam, ça a été un renouveau aussi. C'est une espèce de renaissance, une relecture des livres, une relecture de la science, des chercheurs. On n'était pas dans quelque chose d'un âge sombre. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est là où je vous dis, moi j'estime, c'est là où je m'inscris en faux par rapport à votre analyse, c'est qu'effectivement il y a ce texte, mais est-ce qu'on doit considérer ce texte comme étant un texte sacré? Bon, enfin, de toute manière, moi je suis pas musulman, donc j'essaye de m'adresser au monde chrétien, oui. Et je trouve que c'est quand même un énorme problème. Que les chrétiens considèrent l'Ancien Testament comme un livre saint, parce que si on regarde historiquement, c'est pour ça que le monde chrétien a redonné la Palestine à Israël. Voilà, c'est quand même la chrétienté, on va dire. C'est le monde chrétien ou c'était plutôt une espèce d'alliance bizarre entre les évangélistes et autres qui, en fait, si on lit les religieux, c'est chrétiens. Oui, qui veulent en fait faire venir le Messie. Non, oui, mais enfin, en 48, 47, puis dans toute la période sioniste, si vous voulez, il n'y avait pas que les évangélistes. Le monde chrétien en général a une telle adoration pour l'Israël ancienne que quand les Juifs sont arrivés en disant nous, on veut recréer l'Israël ancienne qu'on habitait, on a eu, pas seulement du point de vue des élites ou des religieux, mais le monde chrétien en général avait une bonne idée de Israël. Et c'est ça qui était l'erreur, parce que quand vous regardez Israël, ce que c'est qu'Israël à l'époque de Moïse, c'est la même chose qu'aujourd'hui. C'est un peuple qui veut exterminer les peuples qui habitent en Palestine, qui veut détruire ses cultes, qui annonce que tous les ennemis d'Israël vont mourir. Enfin, je veux dire, c'est un suprémacisme juif qui est dans l'Ancien Testament. Après, c'est parce que c'est une lecture, on va dire, matérielle des choses. Si on prend de la hauteur, on peut avoir une lecture, on va dire, métaphysique d'Israël. Pas une ethnie spécialisée ou des religions en particulier. C'est plutôt des personnes qui ont compris ce qu'était le nirvana, si vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, et qui se rejoindront. D'accord. Mais je comprends très bien, on peut lire la Bible comme on veut, prendre de la hauteur. Je ne suis pas sûr que ça soit prendre de la hauteur, c'est plutôt prendre un biais et décider d'interpréter métaphoriquement ou allégoriquement tel ou tel passage. On peut faire la lecture qu'on veut, mais dans le christianisme, il y a quand même l'acceptation du fait que Dieu, le créateur de l'univers, à un moment donné, a choisi un peuple, et lequel? Le peuple juif. Voilà, ça c'est non négociable dans le christianisme. Et même dans l'islam aussi, peut-être un peu plus, mais quasiment non négociable. Et ça, pour moi, c'est insupportable. L'idée que Dieu est venu et a choisi le peuple juif ou un autre. En quoi c'est insupportable qu'il choisisse un peuple parmi d'autres? Parce que c'est la négation de tout ce qu'on peut réunir dans le concept de Dieu, parce que Dieu est un concept, Dieu est un concept, mais c'est un concept qui permet à la pensée humaine de s'élever, qui permet à la raison humaine, qui permet à l'homme de s'élever. Donc voilà. Et ce concept du peuple élu, dont l'autre face, c'est tous les autres sont non élus. Parce que dans l'Ancien Testament, si vous regardez bien, vous avez Dieu qui choisit le peuple juif, d'accord ? Le peuple juif connaît Dieu. Il est le seul peuple qui connaît Dieu. Les autres peuples ne connaissent pas Dieu. Les autres peuples, ils ont des dieux, mais en fait, ce sont des démons. Donc les autres peuples sont habités par le démon. Voilà. Bon, ça, moi, je trouve ça insupportable. La seule chose censée, à mon avis, c'est de considérer que chaque peuple a essayé de s'élever, de penser Dieu à sa manière. Il y a un processus historique qui fait qu'il y a... Mais dans ce processus historique, d'ailleurs, c'est un argument qui est fait par certains anthropologues, l'Ancien Testament correspond à l'âge du bronze, on va dire, à une mentalité de l'âge du bronze. C'est du récentisme, ça. Non. C'est ce que je disais quand je parlais de parce que dans l'âge du bronze, vous aviez des guerres tribales de génocidaires. C'est-à-dire qu'une tribu va exterminer. Alors, c'est exactement ce qu'on a dans la Bible. On est dans un âge du bronze de peuples nomades du désert
qui s'exterminent mutuellement. Le problème, c'est qu'on n'est plus à l'âge du bronze maintenant et qu'on a la bombe atomique, quoi. Donc une mentalité âge du bronze avec la bombe atomique, c'est un énorme problème. Moi, j'ai quand même fait une distinction. Il y a le juif du quotidien et le juif de l'élite, celui qui a le pouvoir de faire. Et finalement, en fait, qui sont le plus touchés par l'État d'Israël, ce sont les juifs eux-mêmes. En fait, ils n'auraient jamais dû faire cet alia. L'ALIA les a concentrés au sein d'un même endroit. Et on dirait même que l'ALIA, donc c'est le retour sur la terre promise. Sur la terre promise. Le retour à Israël. En fait. Retour à Israël. Et en fait, les mettre tous au même endroit, c'est pour mieux les sacrifier, en fait, si vous voulez. Oui. De toute manière, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut toujours se représenter les Juifs, le peuple juif, comme c'est un peuple, c'est une sorte d'entité organique. Il y a beaucoup de Juifs qui sont un peu en dehors. C'est un peu comme c'est Kevin MacDonald qui faisait cette métaphore du champ magnétique. Donc il y a toujours un noyau de gens complètement dévoués à leur judéité et à Israël. Et puis autour, les Juifs sont d'une manière générale victimes. Ils sont manipulés, ils sont contrôlés par leurs propres élites. C'est toujours comme ça. Et comment ils sont contrôlés? Souvent par le spectre de l'antisémitisme. Il faut toujours qu'il y ait de l'antisémitisme. C'est parce que c'est comme ça que les élites arrivent à maintenir une certaine cohérence dans leur communauté et une certaine soumission. D'ailleurs, j'allais dire, tout ce que vous venez de dire là peut vite être qualifié d'antisémite. Oui, voilà. On va dire que l'idée que la cohésion du peuple juif a besoin de l'antisémitisme, c'est presque une idée biblique en fait. C'est-à-dire que pourquoi le Dieu jaloux? Ça veut dire quoi le Dieu jaloux? Ça veut dire que s'il n'y avait que lui, il ne serait pas jaloux. Il est jaloux parce qu'il y a plein d'autres dieux, quoi. Donc c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des ennemis. Yahvé, dans l'Ancien Testament, il a besoin d'ennemis. Il en a plein d'ennemis. C'est tous les dieux des autres peuples sont des démons. Donc il faut diaboliser les nations, il faut diaboliser les autres peuples. C'est en ce sens-là que l'identité juive est en grande partie fondée sur non seulement le sentiment d'une élection particulière, mais aussi du sentiment d'un rejet de tous les autres peuples. C'est ce que d'ailleurs Léo Pinsker, là, un pionnier du sionisme, a exprimé de cette manière-là. Il disait « Les Juifs sont le peuple élu par la haine universelle ». Et c'est pas moi qui le dis, c'est Léo Pinsker. C'est-à-dire qu'en fait, l'identité juive a besoin de ressentir la haine. Et quand il n'y en a pas de haine, évidemment, les élites en fabriquent. Ça c'est pas, je ne pense pas que ça soit antisémite de le dire. On a le droit d'avoir un regard critique sur toutes les identités, que ce soit l'identité religieuse, l'identité nationale. On a le droit de critiquer la communauté de tout pays. Donc là, les Juifs, en tant que peuple, a un certain caractère. Chaque pays, chaque nation a ses traits de caractère généraux. Il n'y a pas de problème dans le fait de parler de l'identité juive. Non, mais beaucoup de Juifs vont aller dans cette direction de remettre en question les côtés pathologiques de leur identité, de leur identité collective. Quand je dis pathologique, c'est pas négatif, c'est un peuple qui a vécu des traumatismes, donc les pathologies mentales, ça vient de traumatismes, ça vient pas du diable. Donc il y a des blessures, oui, il y a des blessures, mais il y a aussi une parano qui est entretenue par les élites. Voilà. Qui, au lieu de les aider à se libérer, au contraire, cherche à les enfermer dans une... C'est un état d'esprit où c'est comment voir quel est le degré d'antisémitisme du gars que j'ai en face de moi, étant donné qu'il ne fait pas partie de ma religion. C'est un peu ce que vous vous dites. Oui, c'est un réflexe qui a des sources historiques anciennes. C'est complexe, c'est compliqué. Mais moi, de toute manière, je pars du point de vue qu'ils ne sont pas le peuple élu, donc ils sont normaux, ils sont comme tout le monde, et donc ils sont capables de se remettre en question aussi. Les Juifs étant comme tout le monde, ils vont aussi petit à petit se libérer de ça. C'est le chemin de l'histoire, c'est inévitable. Et vous avez le droit de penser ce que vous pensez, on a le droit de penser l'inverse, et c'est pour ça que nous ici, on invite un peu tout le monde. Oui, le débat est ouvert. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à en dire ou à redire, il est le bienvenu à ce micro pour en parler, il n'y a aucun souci. Et M. Guéhenno est responsable de ses propos. Tout à fait, ses propos n'engagent que lui. Comme on a fait le catholicisme, on a fait le judaïsme, je crois qu'on va pas faire l'islam, sinon on va se faire beaucoup d'ennemis. Non, mais l'islam, moi, je ne me prononce pas, je ne connais pas suffisamment, j'essaye de parler de ce que je connais, Mais par rapport à l'islam, par contre, je rebondis sur une chose que vous avez dit. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, le monde musulman
Et c'était pas d'ailleurs, c'était plutôt les Persans, etc., ont beaucoup participé à la préservation de la science grecque, etc. Donc il y a eu des périodes de civilisation islamique voilà, supérieure à la civilisation catholique de certains points de vue, en tout cas. Ouais. Monsieur Guéneux est musulman. Non, mais si, ça il faut le reconnaître. Ça, c'est anti-chrétien ce que vous venez de dire. Tout le monde le reconnaît, c'est banal de le dire. Hein. Sauf Filkenkraut et Zemmour. Qui ça? Sauf Filkenkraut et Zemmour. Je ne connais pas. Ouais. On va pouvoir passer peut-être à un sujet suivant. Non, parce que c'est pas vraiment un sujet suivant, c'est un peu dans la même ligne parce que, à défaut, avec des guillemets, d'être antisémite, on pourrait vous trouver judéo-centré, parce que ça ressort souvent dans vos écrits. Et d'ailleurs, là, votre conférence sur le satanisme au sens large, vous avez ce concept de la pilule noire, où on pourrait résumer en disant qu'en fait, les gens n'ont pas compris. On leur montre Satan, et en fait, ils doivent regarder Yahvé, si je fais un résumé. Oui, c'est un bon résumé. Hein, voilà. Et de nouveau, on pourrait vous dire, voilà, vous êtes de nouveau, vous êtes reparti là-dessus avec autre chose, alors que le satanisme, ça existe, alors qu'il y a des réseaux, des choses comme ça. Plusieurs personnes y croient ou ont des preuves là-dessus qu'ils amènent. Mais la question n'est pas de refaire la conférence, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce concept de pilule noire? C'est un concept assez intéressant, parce que depuis Matrix, on connaît la pilule bleue et la pilule rouge. Mais quel est ce concept de pilule noire? Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez ouais, plus créé, ou moins. Enfin, non, ou le terme pilule noire en anglais, il a un anglais. autre sens. Black pill a un autre sens. Donc moi, la pilule noire, je l'utilise dans un sens... Rappelez peut-être aussi ce que c'est que la black pill en anglais. Alors, pour les Américains, le black pill, c'est la vérité noire qui est que si vous êtes moche et pauvre, vous ne trouverez pas de nana. Quoi. C'est un bon résumé aussi. Hein. Oui, enfin, c'est lié au phénomène des... comment ils s'appellent les red pill. Les célibataires involontaires. Là. Les incels. Voilà, les incels. Voilà. Donc moi, je l'utilise dans un sens complètement différent, qui est que la pilule rouge, dans la métaphore de Matrix, c'est la découverte que le monde réel n'est pas celui dans lequel tu crois vivre. Ça, c'est une bonne métaphore, parce que moi, je l'ai pris. Pour moi, la pilule rouge, ça a été le 11 septembre. Bon, voilà. Mais il y a une tendance, une fois qu'on est rentré dans cette prise de conscience qu'il y a des mensonges énormes, massif dans les grands médias, lorsqu'on a pris, eh bien on se laisse facilement entraîner dans un rejet excessif et une tendance inverse à croire, à devenir très naïf par rapport à tout ce qui circule dans la dissidence, dans le monde alternatif, où il y a des théories délirantes qui circulent, et en particulier des théories très noires qui, par exemple, la théorie que le monde est gouverné par des pédosatanistes, voilà, des gens qui mangent des bébés dans des messes noires, etc. J'ai eu des bonnes... avec Yves Rassir, on a un peu le même point de vue là-dessus, dans le sens où c'est, pour moi et pour lui, profondément dégueulasse de véhiculer des théories qui sont fausses et qui sont extrêmement déprimantes, extrêmement noires, qui sont totalement désespérantes, parce que si effectivement on est gouverné par des pédosatanistes, effectivement là on peut plus rire, on perd le goût à la vie, quoi. C'est affreux. Donc je pense qu'il y a une méchanceté à l'origine de ces théories très excessives. Il y a beaucoup d'ignorance mais à la racine, je pense qu'il y a une certaine méchanceté de gens qui veulent à la fois nous injecter une sorte de sentiment d'impuissance. Ça a été quand même l'opération psychologique de Q, ou QAnon, ou Q. Pour moi, c'était quand même en majeure partie, une opération qui visait à rendre un certain électorat soumis dans l'attente quasi messianique de Trump. Il y a un côté opération psychologique dans tout ça, et il y a un côté très désespérant. Et donc, bien que ça soit un sujet un peu lourd, je pense que c'est important de le traiter. Mais ça, en l'occurrence, ça n'est pas lié spécialement à Yahvé, bien que je vais montrer quand même qu'effectivement, il y a probablement une volonté de détourner l'attention de questions plus importantes. Ce qui est bien, c'est que nos auditeurs et le public qui nous suit
pourra écouter tout ça, parce que la conférence donnée à Bruxelles est enregistrée et nous la diffuserons prochainement. Donc soyez attentifs pour avoir des détails précis sur Satan, Yahvé et la pilule noire. On va faire un résumé ainsi. Et il y a encore beaucoup de sujets que nous n'avons pas abordés, mais je propose que vous reveniez nous voir, pour nous parlions peut-être du 11 septembre, justement, qui est un de vos sujets de prédilection, des Kennedy, voire de la conquête spatiale aussi, et que nous fassions une nouvelle émission sur tous ces sujets, si vous êtes disponible pour revenir nous voir. Oui, avec grand plaisir. Oui. Bon, ben alors on va prendre rendez-vous dans quelques semaines pour en reparler. En attendant, merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons de bien commenter, partager, liker, de parler de nous faire connaître. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro du Monde d'à peu près.